une Marshall Mental Coach à Montpellier. Allez, on va aujourd'hui parler d'hypersensibilité, de crise existentielle. C'est qu'on mélange un peu tout, de crise d'adolescence, de crise de vie. On mélange un peu tout ça et on va faire le point aujourd'hui là-dessus. Juste avant, je vous rappelle que jusqu'à lundi midi, hein, vous avez votre dernier cadeau de Noël, c'est le dernier, il n'y en aura pas d'autre. C'est les deux formations de votre choix à 99 €. Voilà. Là, c'est balancé, vous avez tous un descriptif de vidéo. Ouais, vous m'avez dit, ah, Noël, on pourrait se faire un petit cadeau. Ouais, allez, 99 € de formation, c'est parti, on n'en parle plus, c'est réglé. Vous l'avez tout ça, un descriptif de la formation. Tant que j'y pense également, hein, vous savez que vous avez une bonne idée des pirates, c'est de construire des images avec des citations qui sont issues des formations ou des coachings. Vous me les mettez en place, vous faites les petites images sur Canva ou autre et la petite phrase, et je la mets sur le canal Telegram, qui est le canal des pirates, où je vous donne des bonnes ondes toute la journée pour que vous réussissiez vos objectifs. Et que vous teniez le coup quand c'est compliqué face à un conjoint en crise notamment. Donc ça, c'est sur le canal Telegram. Vous me l'envoyez par WhatsApp ou par mail ou par Messenger, comme vous voulez, ou par texto. Et je vous le mets sur le canal Telegram. Hein, c'est la contribution à chacun. Le fait de faire ça, ça vous aide d'avoir dans votre esprit pour être vers des choses positives et comprendre que l'on doit passer ensemble des obstacles et qu'il y a des méthodes. Hein, il n'y a pas que des méthodes simples, il y a des méthodes qui sont rusées, fines. Et vous savez que dans cette communauté, on utilise les neurosciences et on va aussi utiliser le complément de la philosophie européenne grecque, platonicienne, aristotelienne, avec des choses qui se passent en Occident. Et c'est le but de la prochaine formation qui sortira mercredi. Un truc de dingue, hein, parce que la crise existentielle, votre conjoint, elle va se régler plutôt avec des fondements chinois. Je vous ai parlé un petit peu le jeu de Go déjà la semaine dernière. Euh, et vous allez comprendre que tout ce qu'on vous a proposé jusqu'à maintenant, et surtout les choses toutes faites du type te laisse pas se faire, c'est fini, prends soin de toi, ou mets-la dehors ou autre, eh bien c'est plus subtil que ça. On va utiliser des méthodes qui marchent de transformation, comme ça. Alors on va parler aujourd'hui de crise, d'adolescence, d'hypersensibilité, etc. Et on va voir qu'on mélange un peu tout. Je voudrais vous parler d'un bouquin d'une jeune femme, qui s'appelle Charlotte Wills, qui s'appelle Itinéraire d'une hypersensible, et qui raconte l'histoire de quelqu'un d'hypersensible à son adolescence. Donc vous savez que quand on est en crise existentielle, votre conjoint est hypersensible, hein, c'est-à-dire que les émotions sont en haut, en bas. Et alors je vous lis un petit peu ce que dit Laura, c'est qu'elle ressent un mal-être diffus mais tenace, hein, c'est le principe de la crise, c'est pas forcément être hypersensible, et c'est pour ça que si vous allez vous faire diagnostiquer, observer pendant une crise, le thérapeute qui n'est pas très au courant, qui va juste se baser sur ce que vous dites, va soit vous trouver des maladies comme le narcissisme, la bipolarité, l'hypersensibilité, ou va, selon comme vous le racontez, hein, va dire que votre conjoint est toxique, etc. Donc surtout quand on est en crise, on est juste en crise, on ne fait rien quand sa maison brûle, on circonscrit autour pour pas que ça brûle partout, hein, pour pas qu'il y ait des blessés et éventuellement qu'on puisse éteindre le feu rapidement, mais c'est pas le moment de faire des analyses pendant que la maison est en feu. Donc notre Laura, qui a un mal-être diffus et tenace comme dans toutes les crises, a accumulé, comme souvent dans les crises aussi, et surtout dans les crises ados, les conduites à risque. Et puis Laura nous a fait une tentative de suicide, heureusement ratée. Ça peut arriver plutôt chez les hommes en crise, qui font des tentatives de suicide ratées. Alors moi je n'ai jamais eu dans mon expérience depuis 1999, mais ça doit venir aussi du fait que, comme dans les conseils que je donne en coaching, dans les formations, ça va dans le sens d'apaiser les choses et de trouver son couple, ce qui marche à la fin quand on est patient, quand on accepte le processus de transformation qu'on sait y faire. J'ai jamais eu ça, mais je sais que ça peut exister. Notamment, on voit que pour Laura, ses parents n'ont pas forcément fait ce qu'il faut, et donc face à son mal-être diffus et tenace, elle est allée très loin. Donc ensuite, elle a accumulé les conduites à risque.
Aujourd'hui adulte, est sortie de sa crise, donc Laura se demande s'interroge sur le manque de soutien et de la compréhension de la part de sa famille, pourtant aimante. Là, vous avez une clé, hein. La personne qui est en crise vous balance tout sur vous. Quand elle est à la quarantaine, on ne sait pas que c'est une crise d'adolescence, donc elle croit que ce qu'elle dit, c'est vraiment parce qu'elle le pense, c'est vraiment parce que le couple va mal, etc. Non, c'est juste comme pour une crise existentielle, d'adolescence, c'est je pense que le problème vient de mes parents qui ne me laissent pas assez de liberté. Et quand on a 40 ans, c'est pareil, je voudrais avoir la liberté. Et si je prends mon appartement, etc., je serai beaucoup plus libre et mieux dans ma peau. Alors, on lit le témoignage de Laura. Âgée de 16 ou 17 ans, je travaillais donc comme apprentie coiffeuse. J'habitais avec mes parents dans une maison face à la plage à Malo-les-Bains. Hein, donc voilà, ça va, c'est un peu comme vous, il n'y a pas de gros problèmes. J'ai choisi mon métier, j'habite une maison face à la plage avec mes parents aimants, etc. La vie est dure pour Laura, effectivement, comme pour votre épouse ou votre époux qui vous faites beaucoup de choses à la maison et la personne dit j'ai trop donné à moi, j'ai trop donné à ma vie, j'ai trop donné à mes enfants. Et donc quand on est en crise, vous savez qu'on ne supporte même plus malheureusement ses enfants. Donc ma formation se plaçait plutôt bien dans l'ensemble. Donc comme vous, hein, la vie, bon, ça pourrait toujours être mieux, hein, mais voilà, même vie de couple, tout va bien, mais bon, quelque part, voilà, la crise va survenir quand même. J'avais des bons résultats scolaires, tout va bien. J'avais des amis avec qui nous faisions les fêtes, voilà, donc là, le couple se passe bien, hein, si je traduis à 40 ans, tout va bien, tout allait bien, mais en apparence. C'est-à-dire que tout va bien, mais on se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Cependant, quelque chose au fond de moi n'allait pas bien. Voilà, comme à la quarantaine, on a exactement les mêmes choses. Vous voyez que c'est exactement les mêmes critères. Certes, j'avais bien quelques peines de cœur, mais ça ne venait pas de là. Ah, intelligente Laura. Hein, elle voyait, elle, contrairement à la crise de la quarantaine, ne croit pas que ça vienne de son conjoint. Elle dit, ça venait pas de là. Bien Laura, pouce en l'air. On applaudit Laura, les pirates. Je ressentais régulièrement des angoisses qui me donnaient un sentiment de vide intérieur profond sans comprendre d'où elles provenaient. Voilà, c'est exactement ça qu'on ressent quand on est dans la crise de la quarantaine ou de la trentaine. Hein, c'est à peu près la même chose. Des angoisses qui me donnent un sentiment de vide intérieur et profond sans comprendre d'où elles provenaient. C'est exactement ça. Pour dissiper le sentiment de vide, hein, quand vos conjoints sont assez intelligents et comprennent que ça ne vient pas de vous, ils vont explorer toute variété d'expériences. Mais bon, dans la crise telle que vous l'avez vécue, première chose, c'est la faute de mon conjoint, et je vais vivre des expériences avec notamment ce que j'appelle des pansements. Alors c'est pas forcément un adultère, mais je vis des expériences. Donc Laura a essayé de se remplir de nourriture, des substances euphorisantes, hein, ça c'est courant dans la crise existentielle. Le conjoint va se mettre à refumer ou à fumer ou à boire ou à faire des joints, voire plus. Je le vois dans beaucoup de coaching. J'ai essayé de boire trop d'alcool comme ceux qui avaient l'air de s'amuser dans les soirées. Voilà, c'est exactement ça. Donc tout va bien, j'ai l'air de m'amuser dans ma vie, j'ai 40 ans, je bois, je vais dans des boîtes de nuit, donc pas en ce moment si vous écoutez cette vidéo presque en direct. Voilà, donc je m'amuse dans les soirées. J'ai essayé le cannabis lors des fêtes ou le dimanche après-midi. Souvent, d'ailleurs, le pansement est quelqu'un qui est un peu marginal, un peu drogué, un peu musicien, enfin voilà, ou qui a des difficultés lui-même, bien évidemment, hein, puisque on va chercher un pansement sur lequel on peut s'appuyer. Hein, quelqu'un qui est bien construit, il n'a aucune envie d'aller avec quelqu'un qui est en crise. Donc j'ai essayé le cannabis lors des fêtes ou des dimanches après-midi pour faire comme les autres, voilà, c'est exactement ça. Donc la personne en crise va faire comme les autres, avec ses copains de bringue, puisqu'il perd ses amis et on est toujours aussi mal dans sa vie. Un dimanche, nous avions fait une grosse fête et accumulé alcool et drogue, moins bien Laura. Je me suis réveillé allongé sur le sol dans un état semi-conscient sans pouvoir bouger, à l'instar du personnage de Mathieu Almaric dans le film Le Scaphandre et le Papillon. Bon, d'ailleurs, voilà, la culture de Laura, qui est une culture de cinéma. Ce bouquin est sorti, le film est sorti en 2007, mais c'était le bouquin qui était exceptionnel et qui est très, très, très touchant. Hein. Et Laura a retenu le film, mais c'est avant tout un bouquin et une vraie histoire. Mais Scaphandre et le papillon.
Donc comme si toutes mes fonctions motrices étaient détériorées, mais dans une version beaucoup plus soft que dans le film, parce que c'était qu'une sensation, mais c'est une sensation que l'on a aussi, Laura, quand on est en crise de la quarantaine, où toutes les sensations motrices sont détériorées, donc je vais faire du sport à fond, ou on ne fait plus du tout de sport. Toutes ces tentatives n'ont rien changé à mon état, elles l'ont même aggravé. Vous voyez que quand on sort de la crise, on est très conscient. Vous dites, est-ce qu'un jour mon conjoint s'en rendra compte? Oui, mais là, ça a pris des années. Hein. Elle se souvient même plus à quel âge c'était vers mes 16-17 ans, ça fait déjà 2 ans. Et vous me dites, ça fait déjà 3 mois qu'il est en crise ou qu'elle est en crise. Vous voyez que c'est long. Donc, quand elle est sortie, puisqu'elle est sortie comme tout le monde, on sort de la crise, et si on n'a pas fait trop de dégâts, on est encore là, en couple. Et donc, toutes tentatives n'ont rien changé à mon état et l'ont aggravé. Effectivement, les fêtes, les disputes, etc., rejeter le problème sur les autres, prendre un appartement, ça va aggraver le problème, c'est évident. J'ai donc très vite tout arrêté, bravo Laura. Le sentiment d'être différente et de ne pas être comprise était constant et trop douloureux. Voilà, moi je suis différent, je suis exceptionnel, je veux la liberté, j'ai un destin, enfin des conneries comme ça, pardon, que l'on dit quand on est en crise. Là, je vous l'ai dit souvent, j'en ai traversé une, comme tout le monde, hein, et sauf que lorsque l'on fait les choses bien, la crise n'a pas trop d'incidence sur son boulot et sur sa famille, mais que sinon ça peut être, très comment dirais-je, perturbant. Hein. J'ai des tas de personnes en coaching qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu leur famille, etc. L'idée terrible de vouloir quitter ce monde dans lequel je n'arrivais pas à être en paix a progressivement émergé dans mon esprit. Les idées noires ont commencé à être de plus en plus souvent présentes. Hein, oui, c'est ça, en crise, on a des idées noires. Seul dans mon cheminement intérieur, la volonté d'en finir avec ce mal-être, ces angoisses, cette incompréhension est devenue permanente. Je l'entends souvent en coaching, plus du côté... c'est les hommes qui sont en crise qui disent je m'en sors pas, je vais me suicider. Ils le disent, encore une fois, depuis 1999, personne n'est passé à l'acte, réussi ou pas réussi. Mais bon, je mets quand même en garde chaque fois à mes clients quand on me parle de ça. Hein, faut quand même faire attention. Donc c'est justement parce que je dis qu'il faut faire attention, qu'on y fait attention et que ça ne se passe pas. C'est alors que pour en finir, j'ai décidé d'organiser mon suicide. Chaque soir, je prenais un somnifère dans le tiroir de la boîte de nuit de ma mère et je le rangeais dans une petite boîte dans ma chambre. J'ai attendu d'en avoir un certain nombre pour passer à l'acte, un samedi vers 22h, après avoir regardé la mer par la fenêtre. Elle était très mal, effectivement, oui, on ne sait plus. Je me sentais vraiment très mal, j'ai décidé que c'était le jour. Voilà, donc comme elle n'avait pas de possibilité de limiter son mal-être en engueulant quelqu'un ou en quelqu'un qui l'écoute, hein, c'est pour ça qu'on fait ce qu'il faut ici sur cette chaîne pour que la crise se passe bien, que vous récupériez ensuite votre conjoint. Là, elle n'avait pas de solution, mais elle aime bien que des copains, des amis, la fête, un bon métier, des scolaires, habiter une belle maison face à la mer. Eh bien, en conséquence, j'ai préparé les comprimés avec un verre d'eau à côté de mon lit. Je me suis confortablement allongé quand même, il faut faire ça confortablement. Et j'ai pris tous les comprimés d'un coup et j'ai bu une gorgée d'eau. Vous voyez qu'on peut être bête pendant les crises. J'ai ensuite fermé les yeux, je me suis laissé aller dans un sommeil paisible. Je me sentais sereine, tu m'étonnes. Je me disais que tout était enfin terminé, que toutes mes angoisses allaient cesser, que viendrait le repos physique et psychique tant attendu et que j'allais trouver la paix. C'est exactement ce que fait une personne en crise, c'est qu'elle veut se quitter, elle veut vous quitter, elle veut prendre un appartement parce qu'elle a trop d'angoisse en elle, il faut que ça cesse. Et donc elle pense que comme ça vient de vous et que si je retrouve ma liberté et que j'ai un pansement qui est merveilleux, avec sa guitare et je sais pas quoi et son shit, eh bien je vais retrouver la paix. Seulement, je me suis réveillé le lendemain en fin d'après-midi, ouf, la dose de somnifère était probablement trop faible, je me suis donc levé, décidé à poursuivre mon objectif, même si j'étais affaibli, somnolente et que j'avais les jambes chancelantes, oui effectivement. Je vais chercher dans mon sac d'école le rasoir couteau que l'on utilisait pour le rasage de la barbe et suis retourné péniblement m'allonger. J'ai commencé à essayer de me sectionner les veines et les lames du rasoir étant trop usées, j'ai été obligé d'insister pour réussir à entailler la peau recouvrant mes veines. Il y a quand même un petit inconscient là qui a dû jouer. Mon état de faiblesse a eu raison de ma détermination et j'ai perdu connaissance à la vue de ma première goutte de sang. Ça, c'est un peu un symbole, hein, c'est que je vais tout faire, je me suis dit, je vais te mettre dehors, je vais divorcer, etc. Si on ne met pas de l'énergie avec la personne en faisant la propulsion, en l'engueulant, en le mettant dehors, en créant des conflits, il y a des chances que ça reste là. Donc le sang avait séché sur mon poignet et sur les draps, je me suis levé, je suis descendu à la cuisine comme si de rien n'était.
comme d'habitude, visiblement, ce n'était pas le jour. Et la cuisine, ma mère m'a simplement dit, dis donc, tu étais fatigué, tu as bien dormi. Alors ça, c'est un peu comme vous dites à votre conjoint en crise, que vous voyez rien, quoi. Vous dites, oui, mais moi j'ai rien fait, tu fais n'importe quoi, etc. Donc là, si une maman dit, oh, tu as dû bien dormir, tu étais fatigué. Nous vivons quotidiennement sous un même toit, aux côtés des nôtres, que l'on appelle communément des proches. Nous mangeons ensemble, nous discutons ensemble, nous échangeons des banalités de la logistique, mais dans certaines familles, on ne se soucie pas de savoir ce que les proches ressentent réellement ou ce qu'ils vivent. Donc maintenant, vous, grâce à cette chaîne, bande de pirates et cette communauté, vous savez ce que vivent les personnes en crise. Hein. C'est des grosses angoisses que l'on projette sur vous. Que l'on soit si peu en contact réel, profond, authentique et sincère les uns avec les autres, ça c'est vrai, c'est la phase 2 du couple, la distanciation. On fait des choses ensemble, mais on ne se préoccupe pas vraiment du couple ou de l'autre. Que nous soyons de véritables étrangers les uns pour les autres, bon ça elle exagère un peu. Comment se fait-il que la majeure partie des gens jouent un rôle, oui tout le monde joue un rôle, Laura, dans la vie. Comment se fait-il qu'à cette époque je n'ai pas réussi à parler à mes frères, à mes sœurs ou à ma mère? Oui, vous avez sûrement parlé, mais pas de la bonne façon, de façon indirecte, en accusant, peut-être en les critiquant ou en allant vers l'alcool, comme vous l'avez dit, et la drogue. Comment puis-je vivre une telle errance dans cette maison, entouré de ma famille, sans que personne ne se rende compte de rien? Donc vous voyez que c'est un peu... là, le reprend même après sa crise. Alors bon, je finis quand même la phrase. Pourquoi tant d'individualisme, d'indifférence, de cécité au sein d'une famille? Vous voyez que c'est là, ça rejoint, après la crise quand même, et l'hypersensibilité, on va dire, ça rejoint un peu votre conjoint, c'est la faute, personne ne voit, tout le monde joue un rôle, mes frères, mes sœurs, ma mère, personne n'a rien vu. Oui, Laura, si tu avais un peu bossé sur toi aussi, si tu avais fait de la méditation, ça aurait pu peut-être un petit peu t'aider, hein, mais voilà, là c'est exactement ça, oui, c'est très bien. Même après la crise, on continue à en vouloir à l'autre. Alors, on va terminer par là, parce que l'auteur du bouquin hypersensible, Charlotte Wills, pardon, a analysé la crise existentielle de Laura, mais elle va l'analyser sans l'avoir vu, hein, puisque c'est un bouquin. Elle va essayer de la catégoriser hypersensible. Alors vous voyez ce que j'ai fait ici dans mon analyse, je vous ai expliqué les choses et en tant que passage de vie, hein, c'est pas une maladie, etc. Mais il y a des personnes qui se permettent de poser un diagnostic médical, hypersensibilité, de DSM-4 sans avoir vu la personne. C'est ce qui est le cas à travers des choses. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments d'une crise existentielle qui n'est pas une maladie, c'est juste un point de passage. Donc, que nous dit Charlotte Wills? Les personnes hypersensibles ressentent très souvent un mal-être, le sentiment d'être rejeté, différent des autres, est commun à beaucoup de personnes hypersensibles. Donc ça, c'est un peu la mode, hein, hypersensible. Donc beaucoup de personnes qui sont en crise sont tout d'un coup diagnostiquées hypersensibles. Donc hypersensible, on l'est à la naissance, hein, on le voit très petit, etc. Quand on devient hypersensible, entre guillemets, alors ça peut exceptionnellement arriver, et la plupart du temps, c'est juste une crise existentielle. Très difficile à identifier, à nommer, ce sentiment les éloigne des autres. Oui, c'est une crise existentielle, ça nous éloigne de tout le monde, de nos amis, de nos parents, de nos enfants, de notre conjoint. Et elles se sentent alors profondément incomprises. Voilà, donc l'hypersensibilité, c'est peut-être simplement on pourrait appeler la crise existentielle passagère de l'hypersensibilité. Le danger, c'est que la personne hypersensible peut faire l'impasse toute sa vie sur cette difficulté qui la pénalise terriblement. Oui, donc là, ce n'est pas le cas de Laura, effectivement, puisqu'elle s'en est sortie. Ce mal-être peut être une conséquence du faux self mis en place très tôt dans l'enfance pour répondre tout d'abord aux attentes et aux besoins parentaux. Alors ça, effectivement, si une personne en crise, qui traverse juste sa crise, c'est tout à fait normal, va voir quelqu'un comme ça, il va lui expliquer, voilà, c'est un faux self mis en place très tôt dans l'enfance, donc vous voyez, là, on va y passer plusieurs séances, faute aux besoins parentaux qui n'ont pas été machin, aux besoins aux autres, etc. Ne sachant pas développer son vrai soi, la personne hypersensible ressent petit à petit un vide, puis un sentiment d'incomplétude ou de n'être à sa place nulle part. Progressivement, sa vie lui semble ne pas être sa propre vie, lui semble être dénuée d'intérêt et de sens. Oui, ça c'est la crise de Laura, c'est pas de l'hypersensibilité. Ses sentiments sont justes puisqu'elle s'est coupée depuis toujours de ses propres émotions, de ses propres sentiments, de ses propres envies et s'est habituée à ce fonctionnement. Là, Charlotte a raison, quand on est hypersensible, c'est ce qui s'est passé, hein. C'est depuis toujours, comme on dit, on se coupe de ses propres émotions, de ses propres sentiments, ce qui n'est pas le cas d'une personne en crise, puisqu'elle était tout à fait, on va dire, normale, entre guillemets, et puis elle a la crise, et puis après elle redevient normale.
La personne hypersensible est très sensible à la vérité dans ses relations avec ses proches. Elle ne supporte pas le mensonge, la superficialité et l'hypocrisie. Donc, vous voyez, bon, là, on n'est pas du tout, là-dedans. D'ailleurs, Laura, elle ne reproche pas à quelqu'un de lui avoir menti, d'être superficiel ou d'être hypocrite, mais peut-être, voilà, de ne pas avoir fait attention à elle, d'être un peu victime. Souvent, être vrai demande un travail que tout le monde n'est pas prêt à fournir. Oui, travailler sur soi, voyez-vous, pirate qui travaille sur vous, c'est pas toujours évident. Donc ses proches lui reprochent cette différence dont elle n'a pas encore véritablement conscience. C'est pourquoi il arrive parfois que la personne hypersensible soit en rupture avec sa famille, soit parce qu'elle n'est pas ou plus prise en compte, soit parce que ses centres d'intérêt et ses occupations sont en décalage, soit tout simplement parce que son instinct de survie lui fait prendre de la distance pour se protéger. Oui, alors ça c'est Charlotte a raison, ça c'est une vraie pathologie, hein, l'hypersensibilité, mais vous voyez que ça n'a rien à voir véritablement avec le cas de Laura. Donc vous voyez qu'une crise existentielle, si on va voir quelqu'un qui pense que l'hypersensibilité, il y en a beaucoup, etc., eh bien elle va analyser la crise de Laura par de l'hypersensibilité. Pour vivre en harmonie, la personne hypersensible a donc besoin d'avoir des relations vraies, authentiques avec elle-même, avec ses proches. Oui, ça c'est vrai. Donc c'était pas du tout le cas de Laura, puisque elle voulait avoir des relations, mais pas authentiques, avec la drogue et l'alcool, comme les personnes en crise. Hein. Donc là, c'est une mauvaise interprétation de ce qu'est Laura. Vous voyez que même quand ça c'est intéressant avec certains psy, même quand on est complètement à côté et qu'on dit que pour elle les personnes sont hypersensibles, on va essayer de dire ben voilà, elle est hypersensible pour ça, même si on est à côté. Comme elle aurait pu dire Charlotte, si elle avait été dans le pervers narcissique ou dans la manipulation, ses parents sont pervers narcissiques ou dans la manipulation, ils l'ont laissé pour en profiter, ils ont voulu la manipuler, etc., pour qu'elle aille jusqu'au suicide. Donc vous voyez, ils l'ont laissé se suicider, ils l'ont vu revenir mal, et on dit « Oh, t'as bien dormi ma chérie ». C'est des pervers narcissiques, hein, cette famille. Donc vous voyez que si je veux, je peux faire coller une réalité qui n'existe pas avec une théorie. C'est pour ça que la prochaine formation là qui sort mercredi, je vous expliquerai qu'il y a une autre méthode qui est directement basée sur les faits, et on n'essaye pas de coller une théorie sur des faits, mais on essaye de trouver des faits et de les améliorer. C'est tout à fait différent. Là, voilà, j'écris un bouquin sur l'hypersensibilité, donc Laura qui traverse une crise, hop, elle est hypersensible. D'autres diront hein, que le conjoint est pervers narcissique, etc. Je viens de vous le dire. Hein, si j'ai mon conjoint qui est en crise et que je veux avoir un mauvais psy, je dis « Oh, c'est un pervers narcissique, relation toxique, partez vite ». Oui, ben ça a un peu d'extrait. Hein, si je ne suis pas bien formé en tant que psy, la crise, ça peut avoir un peu ces idées-là. Donc vous avez bien compris que c'est une crise et vous savez, grâce aux formations, notamment, ce qu'il faut faire hein, et gagner du temps jusqu'à ce que la crise se termine et faire en sorte de faire passer des bons moments à la personne. Enfin, vous connaissez bien tout ça et vous savez, dans les coachings, on le fait directement par rapport aux faits, hein, comme je vous le dis là. Par rapport au contexte, je vous donne les solutions à avoir hein, et pas, j'essaye pas de vous dire que votre conjoint est hypersensible, pervers narcissique ou je ne sais quoi en fonction de ce que vous allez dire, mais je suis pénible en coaching, je vous préviens. Chaque fois de dire oui, mais lui ou elle dit ça, oui, je parle de vous, c'est là. Comment vous pouvez vous améliorer, comment vous pouvez être la meilleure version de vous-même pour améliorer les choses. Oui, mais il m'a dit que, oui, d'accord, ok, oui, je l'entends, mais voilà ce qu'on va faire par rapport à ce que vous a dit pour vous améliorer. Voilà, donc s'accepter que l'on est, Charlotte termine comme ça, s'accepter tel qu'on est et s'intéresser réellement à ses proches, préserver ce lien relationnel indispensable, tout cela est la clé du bon équilibre de la personne hypersensible. Oui, Charlotte, en fait, c'est même pas la personne hypersensible, c'est tout le monde. Hein, s'accepter comme l'on est et s'intéresser réellement à ses proches, préserver un lien relationnel indispensable, tout cela est la clé du bon équilibre de la personne hypersensible. Et même moi je terminerai Charlotte, je remplace votre mot, la personne adulte, je vous la redis, s'accepter tel qu'on est et s'intéresser réellement à ses proches, préserver ce lien relationnel indispensable, tout cela est la clé du bon équilibre de la personne
adulte, bien construite, un rock. Donc vous voyez que on peut faire dire ce qu'on veut aux mots, que c'est un peu pénible. Vous voyez aussi grâce à cette vidéo que eh bien, il y a les mêmes symptômes dans toutes les crises de la vie, adolescente, adulte et ultérieure. Hein. Ultérieure c'est la quarantaine, adulte c'est vers la trentaine. Et vers entre 12 et 20 ans, c'est plutôt la crise d'adolescence. Vous voyez, toutes les crises fonctionnent normalement. Vous voyez que tous les psys, enfin beaucoup de psys se trompent, beaucoup de thérapeutes se trompent, beaucoup de coachs se trompent. On dit beaucoup de bêtises, mais pas vous, la communauté, parce que vous êtes des badass, vous êtes des pirates, vous êtes informés, vous êtes positifs, vous êtes bienveillants, vous faites ça non pas pour vous dédouaner, mais parce que vous avez envie, vous avez compris que la nature va vous aider si vous allez dans le sens de la nature, c'est-à-dire que la nature aime bien les relations stables, les relations de clan, de famille, de couple, parce que c'est ce qui permet à l'individu d'employer moins d'énergie et d'avancer. Donc la nature va vous favoriser, et la nature sanctionne, malheureusement ou pas, c'est pas moi de juger, les personnes qui sont autocentrées, comme les personnes en crise. Donc c'est pour ça que les fait souffrir, pour qu'ils en sortent. Mais malheureusement, comme manque de culture, comme je souffre, je dis je vais m'en sortir, mais je vais virer les autres autour, mes enfants, ma famille, et bien sûr, comme le roi tout à l'heure, c'est de mal en pis si je veux fuir dans l'alcool, la drogue, la liberté, etc. La nature, finalement, c'est juste. Voilà. Alors, pensez à me faire les petites images là avec vos pensées. Hein. Ça, c'est vos idées sur le canal Telegram. Donc, vous avez jusqu'à lundi midi. J'ai dit oui, lundi midi. Je vous l'ai annoncé hier dans le live. 99 € de formation au choix. Hop, c'est parti. Tout ça, c'est en descriptif. Les coachings, c'est en descriptif. De cette vidéo, les formations aussi. Pensez à mettre des pouces en l'air et des commentaires. C'est comme ça que nos idées de pirates vont se diffuser de plus en plus sur YouTube, hein, parce que YouTube aime bien quand il y a beaucoup de commentaires et beaucoup de pouces en l'air. Abonnez-vous parce que YouTube aime bien ça, et ça nous permet de vraiment diffuser les bonnes informations, les neurosciences, les techniques qui fonctionnent, et ça va améliorer la société, et ça va vous aider comme les autres, comme vous, à être la meilleure version de vous-même, et à atteindre vos objectifs, notamment à récupérer votre couple. C'était Bruno Marchal qui vous dit pouce en l'air, commentaire, abonnement. Il vous dit à très bientôt de l'autre côté pour les formations et pour le coaching.